Format Job. Merci de votre fidélité à Job Radio. Bienvenue dans Format Job, le podcast des formations qui accompagne vers l'emploi. Un nouvel épisode à retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr en téléchargeant notre appli Job Radio, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. On le sait parce qu'on l'a déjà dit, pour décrocher un job, pour évoluer dans sa carrière, la pratique courante de l'anglais est un vrai plus. Parler anglais, c'est augmenter son employabilité. Dans le cadre de l'exercice de leur profession, 80% des cadres sont censés maîtriser la langue et pourtant, d'après Cadre Emploi, presque 50% d'entre eux redouteraient d'avoir à s'exprimer en anglais tant ils trouvent leur niveau mauvais. Et c'est une réalité confirmée par Education First qui publie chaque année son classement mondial des pays par la maîtrise de l'anglais. On va en reparler avec nos invités. On essaiera de comprendre pourquoi, pour quelles raisons il s'agit d'un enjeu stratégique et même politique. Et surtout, on va essayer de comprendre ce que l'on peut y faire pour y remédier. Bonjour Sana Randa. Bonjour. Vous êtes la fondatrice et CEO de Linguaphone. À vos côtés, Martin Courte, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du développement chez Linguaphone France Éducation. Bienvenue à tous les deux et merci de répondre à mon invitation. Sana, à quand remonte la création de Linguaphone ? Alors, Linguaphone en France a été créé en 2005. Par contre, le groupe Linguaphone, lui, il a été créé en 1901. Et on a toujours l'habitude de dire que c'est la deuxième marque la plus vieille des langues après Berlitz, qui a été créée de mémoire en 1840 quelque chose. On peut rappeler brièvement ce que vous faites concrètement au quotidien ? Alors, nous sommes une entreprise, ce qu'on appelle de formation linguistique. Notre métier, si je le dis autrement, c'est d'accompagner des professionnels ou des jeunes adultes à communiquer ou à travailler efficacement dans une langue étrangère, l'anglais, mais pas que. Nous sommes dans un environnement européen. Nous opérons sur 3 marchés. Le marché des professionnels, qui a été notre marché traditionnel, mais on opère aussi dans le marché de la transition, donc tout ce qui est demandeur d'emploi. Et puis ce qu'on appelle un peu le particulier, alors qu'il soit jeune ou moins jeune, dans le cadre des nouveaux dispositifs de formation type le CPF. Alors, qui dit formation en anglais ou dans une autre langue étrangère, d'ailleurs, dit également formateur. Qui sont les formateurs chez Linguaphone ? Normalement, nous, on part du principe qu'on peut difficilement dissocier une langue de sa culture. Sachant que c'est déjà le cas pour l'anglais, parce que l'anglais est devenu l'espéranto international. On n'a plus, mais quand même, on se rend compte que ce qui intéresse quelqu'un pour apprendre, il y a quand même tout un imaginaire derrière. Donc nous, nos formateurs, ça va être soit des natifs ou des personnes qui, à minima, ont beaucoup vécu dans un pays anglophone, donc ils sont capables de faire le lien avec la culture, de donner cette envie et cet imaginaire. Et bien entendu, c'est des gens qui sont diplômés, c'est des gens qui ont des diplômes aussi, qui est certifié en tant que formateur auprès d'adultes, parce que c'est notre principal public. Et on va surtout s'attacher à avoir des formateurs qui ont déjà eu une expérience active autre qu'enseignants. On veut des gens pragmatiques, concrets, parce que vu que ce que nous souhaitons, c'est aider à la personne à communiquer efficacement. Communiquer efficacement, ça veut dire comprendre et se faire comprendre. Donc, au-delà d'une grammaire parfaite, par exemple, il faut que je puisse, par le geste, par tous les moyens qui me sont donnés, me faire comprendre et comprendre. Et il y a un côté pragmatique et il y a un côté lié avec une activité. Donc, un formateur qui a déjà une expérience professionnelle comprend le problème de son apprenant. Martin, je le disais tout à l'heure, vous êtes en charge du département éducation chez Linguaphone. Vous avez créé, je crois, des partenariats avec le monde de l'éducation, les établissements scolaires. De quoi il en retourne concrètement ? Déjà, c'est une vision qui est relativement récente chez Linguaphone, qui est une extension de la logique de ce que vient de dire Sana. La problématique des langues chez les professionnels, c'est en grande partie le résultat de la scolarité. Donc les écoles, les centres de formation privés, les CFA, les écoles de commerce, etc., sont confrontés au problème de l'individualisation qui est nécessaire pour les langues, mais quasiment impossible à mettre en place si on n'est pas expert du sujet. Sinon, il y a un programme à mettre pour tout le monde, mais tout le monde doit suivre le même programme. Donc, nous intervenons auprès d'un certain nombre d'écoles. Il y a des écoles qui nous confient entièrement leur dispositif de formation en langue pour les jeunes adultes, en fait, qui sont en train de préparer des diplômes de Bac plus 3, Bac plus 5, etc. Et nous avons décidé que c'est une activité qui peut s'étendre, d'où le rôle de développer cette activité auprès des écoles. J'évoquais tout à l'heure en introduction
chaque année, Education First publie la plus grande étude mondiale sur les compétences en anglais. Pour l'édition 2020, les Pays-Bas, le Danemark et la Finlande arrivent en tête de ce classement. La France est 28e sur 100 pays et régions testés. Au niveau européen, la France se classe en 23e position. Alors la première question, tout simplement, est-ce que déjà d'une, on peut se fier à ce type de classement? Et la seconde dans la foulée, comment est-ce qu'on peut expliquer cette triste performance? Alors, est-ce qu'on peut se fier à ce type de classement? Sur la durée, oui, parce qu'il donne une tendance. Vous avez dit Pays-Bas, Finlande et... Pays-Bas, Danemark et Finlande. Bon, c'est des petits pays qui sont largement ouverts vers l'extérieur de façon historique, qui ont besoin du monde extérieur, peut-être avec une culture... peut-être, je dirais, moins riche que la française, qui est quand même un grand pays. Il faut quand même savoir que la France, il y a peu de temps, quand on voulait parler au monde, on parlait français. C'est vrai. Eh ben oui, eh ben ça reste. Ça reste dans les imaginaires, ça reste dans la culture, ça reste dans notre fierté de la culture française ou de son histoire. On reste une grande nation, je dirais, avec un marché qui est très important. Et même quand on sous-titre un film, eh bien, il y a suffisamment de gens qui le regardent pour que ce soit rentable. Il y a aussi toutes ces conditions économiques. Un petit pays, il y a plein de choses qu'il ne peut pas faire parce que le coût fixe généré va être beaucoup trop élevé vu le nombre de personnes qui pourront regarder. Il y a ça comme, je dirais, première explication. Je pense que la deuxième explication, c'est que c'est une matière particulière, les langues. Elle n'obéit pas du tout aux mêmes règles que quand on apprend les mathématiques, l'histoire, la physique, où en général on apprend et on restitue. Comme on dit d'habitude, une langue se pratique, elle ne se parle pas. Et d'ailleurs, quand on arrête de pratiquer, on perd en matière linguistique. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un cadre logistique et d'apprentissage déjà l'éducation nationale, qui va très bien et encore de moins en moins bien pour les mathématiques. On a vu nos résultats qui sont catastrophiques. On n'est pas des matheux non plus. On l'était. On est quand même le pays de Descartes, donc c'est quand même très grave. Mais en tout cas, c'est une matière qui se travaille différemment, où les gens avancent plus ou moins vite. Les gens peuvent avoir des plasticités différentes. Nous sommes un pays très, très divers. Donc, il y a des personnes, le nombre d'élèves qui parlent 2-3 langues qui arrivent dans une classe. Donc, ils ont des aptitudes différentes. Tout ça, on fait dans un meeting pot. Et on va lui appliquer la logistique scolaire. C'est-à-dire, j'ai une classe d'âge qui suit un calendrier. Il y a un prof qui est devant. Il a une classe probablement avec des personnes très très bonnes, des très mauvais et des moyens. Il ne sait pas vraiment à qui s'adresser. Souvent, on a le très bon qui se décourage parce qu'il s'ennuie. Le très mauvais, il reste très mauvais parce qu'il ne comprend pas. On est dans une classe de 30 et avec des trucs de 50 minutes. Et on est dans de la communication. Enfin bref, je pense qu'on a une façon d'organiser ça qui n'est pas adapté à cette matière. Puis après, quand on regarde le professeur de langue, c'est une compétence à part. Autant une institution sait recruter le professeur de mathématiques, de physique, parce qu'il maîtrise ça, autant ils n'ont pas souvent la compétence pour recruter un professeur de langue. Souvent, il est minoritaire dans le magma global. Il est recommandé. On ne sait pas lui fixer d'objectifs. On ne sait pas l'évaluer. On ne sait pas le recruter. Nous, on voit souvent, ils sont recrutés par cooptation. Ils sont souvent beaucoup moins payés que leurs pairs parce qu'ils sont étrangers, ils travaillent par petits bons. Enfin, ils s'insèrent difficilement dans le cadre général. Donc, je pense que ça reste marginal, en fait. On a une compétence clé qui est un peu traitée de façon marginale. Et d'un point de vue du programme, de la façon dont on enseigne la langue aux enfants, est-ce que là aussi, il y a des choses à redire, probablement ? On a une culture française de la grammaire et de tout ce qui est le fond. C'est-à-dire que c'est assez incroyable où quand on parle dans un cours, si un enfant prend la parole, probablement que le professeur va tout de suite lui corriger la grammaire. Il ne va pas s'intéresser au sens de la phrase. Il ne va pas lui dire « formidable, j'ai tout bien compris, bravo », mais tu pourrais le dire autrement et il va le corriger éventuellement comme nos parents font avec nous. Il faut savoir que normalement, tout le monde est capable d'apprendre une deuxième langue. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà appris la nôtre. Mais nos parents, comment ils nous ont appris la nôtre ? Pas à chaque fois en me disant la grammaire, la structure et le machin, pas du tout. Quand j'ai dit une phrase pas correcte, ils nous reprennent en répétant comment on doit le dire correctement. Et on l'a appris en écoutant les autres s'exprimer, en essayant de les imiter. Cette répétition qui a fait qu'on a appris à parler et on a été encouragé par nos parents, par un peu tout le monde autour de nous. Il y a aussi un troisième volet qui est le volet de l'autoflagellation dont on peut faire preuve parce que nous on aime tout ce qui est exact, donc on aime réussir, on a quand même un esprit assez ingénieur et globalement il faut avoir une certaine confiance en soi, une certaine aisance. Toute la partie communication, on n'est pas un peuple qui communique très bien. Autant c'est une matière qui est très considérée dans le pays anglo-saxon, apprise à l'école où tout est quasiment communication. Il n'y a qu'à voir à la classe politique anglaise. C'est la communication qui fait l'homme, entre guillemets. Nous, ce n'est pas une matière qu'on travaille. Elle est secondaire pour nous. On a toujours donné beaucoup d'importance au fond,
Or, la communication, la forme compte énormément. Je crois que notre gros problème de notre système, alors l'éducation nationale a un objectif, parce qu'elle a l'objectif B2 à la sortie du bac. Énorme objectif. L'objectif B2, c'est celui des écoles d'ingénieurs, c'est le fameux 785 TOEIC des écoles d'ingénieurs. Donc c'est quand même super puissant. Avons-nous déjà entendu parler d'une mesure d'éducation nationale? Quelqu'un a déjà mesuré l'efficacité de l'éducation nationale? Est-ce qu'on sait combien de personnes sortent avec le bac, avec le niveau auquel on doit former les élèves, sur lequel normalement s'est engagé dans le curriculum? Bon, en tout cas, je ne l'ai pas. J'allais juste dire qu'à partir de cette année, ou l'année prochaine ou plus tard, mais je pense déjà cette année, on va commencer à le savoir. Puisque les mesures ont été posées, enfin, le baccalauréat, à partir de cette année, si je ne me trompe pas, mais l'année prochaine ou plus tard, la partie langue sera exprimée en niveau sur l'échelle européenne, qui est utilisée universellement. Alléluia. Donc on a un point de départ. Et je pense que le décret qui concerne les diplômes d'État de BTS, licence et DUT, c'est une extension de cette même logique. Et on peut arrêter peut-être un jour à faire du French bashing en disant que le français est typique, il mange une baguette, il porte un béret et il ne parle pas anglais. On va arrêter à dire ça un jour puisqu'on verra, il y a des chiffres qui disent le contraire ou les confirment. Et si on les confirme, il y a des actions à mettre en place. Aujourd'hui, on travaille dans le noir. On arrêtera avec les clichés. Exactement. Exact. On a parlé quand même de l'école, on a parlé du collège, du lycée. Quelques mots quand même malgré tout aussi sur le supérieur. Là aussi, est-ce que les cours ne sont pas adaptés à ce qu'il faudrait faire pour que justement les étudiants puissent progresser? En fait, le supérieur souffre, je pense, de la même chose que les autres. On perpétue le même système. C'est-à-dire la même logistique, la même organisation, elle est assurée pour le supérieur. Dans le supérieur, il y a souvent des spécialités. Et puis, on a ce truc. Et puis avec donc des formateurs un peu différents aussi, qui sincèrement, ils ne sont pas dans le métier, mais dans la périphérie. Et maintenant, il y a aussi la grande mode, je donne des plateformes e-learning aux élèves. C'est fabuleux. Donc je rentre et j'ai un campus dans lequel il y a énormément de trucs. Mais nous, on sait que sans accompagnement, il n'y a rien. Et en fait, si le supérieur veut avoir du résultat, c'est possible, hein, mais on ne peut pas avoir un résultat déjà sans s'être doté d'un objectif. Heureusement, quelques-uns en ont, parce que pour avoir le diplôme, il leur faut le fameux 785 TOEIC. Mais bon, ça ne fait pas quelqu'un qui communique. Ça fait qu'un score sur éventuellement des compétences passives. Il y a une corrélation, mais on peut la déjouer, entre guillemets. Alors, vous parliez tout à l'heure de France bashing. C'est vrai que le classement publié chaque année par Education First participe aussi peut-être à renforcer ce France bashing. Toujours est-il qu'en pleine période de confinement et de fermeture des universités en raison de la crise sanitaire, le gouvernement a publié les 3 et 5 avril dernier un arrêté et un décret qui rendent désormais obligatoire de passer à un examen d'anglais dans un organisme privé pour obtenir son DUT, son BTS ou sa licence. Déjà d'une, comment est-ce qu'on peut interpréter cet arrêté et ce décret? On a l'impression que tout d'un coup, les politiques en ont eu marre et qu'il fallait faire quelque chose. Disons que je pense qu'ils ne peuvent pas continuer de dire au peuple qu'on ne fait rien. Un politique, c'est ça. C'est qu'on a un problème, il faut que je montre au peuple qui m'élise que je fais quelque chose. Donc il y a une prise de conscience des pouvoirs publics. C'est pour ça qu'il y a une dimension politique énorme à ce décret, qui est très bonne, parce que pour nous, ça fait quand même, on a été très schizophrénique en France sur ce sujet. On entendait les présidents dire que c'était super important, mais quand même le nombre de gens qui ont fait les meilleures écoles françaises, qui n'alignent pas de mots en anglais quand ils sont à l'international. On en a eu, c'était scandaleux. Quelques présidents qui ont laissé quand même des souvenirs indélébiles. Ils ont fait les nains. C'est ce qu'on fait de mieux en France normalement. Donc c'est quand même assez incroyable. Donc ce décret, il montre pour une fois la reconnaissance de l'importance de cette compétence. Et l'autre chose qu'on y voit qui est super intéressante, c'est que ce qui est écrit dans le décret, c'est qu'ils veulent un examen ou un test qui soit reconnu de façon internationale, qui va être unique, uniforme. Le même pour tout le monde. Voilà. Le fait qu'il y ait le même test pour tout le monde, on va avoir une comparabilité. C'est quand même assez extraordinaire. Avant, je peux dire mon enfant, il fait BTS commerce ou BTS tourisme. OK, alors on va avoir un tas d'indicateurs peut-être si je vais sur le site du BTS. Mais globalement, il y en a très peu que je peux vérifier, qui sont vérifiables, qui sont mesurables. Celui-là, il le sera. Ce qui sera donné par un tiers indépendant, et c'est une mesure réelle pour tout le monde. Donc pour nous, c'est un décret qui est très important parce que
ça reconnaît l'importance de la compétence et surtout deux, ça va créer une comparabilité. J'imagine que demain, peut-être qu'un parent, il va regarder quel est le niveau d'anglais auquel sortent les élèves de cet endroit versus cet autre. Je rappelle juste ici que les très grands MBA ou les très grandes écoles d'ingénieurs internationales, elles mettent sur leur site leur score GMAT ou leur score TOEFL de l'entrée. Et plus il est élevé, plus ça monte la sélectivité et la qualité de l'école. On y arrive. Doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement. Alors, il s'agit d'un test qui sera obligatoire, mais il n'y a pas de niveau imposé pour le passer, on est bien d'accord? De ce que je comprends, non. On prend une mesure, mais c'est un début. Et vous savez un peu à quoi il va ressembler ce test? De quelle certification il s'agit? Oui, et ça aussi c'est intéressant en fait. Avant de parler du test même, ça va quand même poser une question aux privés, toutes les écoles qui préparent le BTS, qui font aujourd'hui exactement ce qui a été décrété par le gouvernement pour le public. La partie privée qui fait aujourd'hui le BTS, il y a 70% des élèves en BTS qui passent quand même un TOEIC à la fin. Mais quelque part, c'est contradictoire avec tout ce que nous on dit. Puisque passer un test sur papier avec du QCM qui démontre que j'ai retenu mes verbes réguliers et que je sais très bien ce qui veut dire tel terme dans tel contexte, ne veut rien dire sur ma capacité à communiquer et donc rentrer dans le monde professionnel de manière opérationnelle. Donc vous êtes en train de nous dire quoi? Que c'est inutile? C'est que non, c'est utile. Mais ça pose la dichotomie des objectifs pour les écoles. Les écoles, leur mission, c'est de préparer des lycéens à l'entrée sur le marché d'emploi de manière opérationnelle. Les langues, ça doit être la seule matière où je recrute quelqu'un qui sort d'une école et je dois lui reformer derrière et lui redonner des cours parce qu'il n'est pas compétent. Ça pose vraiment un problème. Et le test ne résout pas ce problème-là. Ça donne une mesure. Le test qui a été adopté au grand étonnement de tout le monde, on s'imaginait qu'on allait avoir une bataille entre les tests de Cambridge ou le TOEIC ou le TOEFL, ce qui est connu en France. Et qui font référence. Et qui font référence. Dans le monde du travail également. Évidemment. Dans le monde du travail et en grande partie dans le monde économique mondial. Mais l'appel d'offres a été accordé à une entreprise grecque qui est spécialiste de l'organisation de tests et qui se trouve à un test de l'anglais qui s'appelle Language Cert, qui est peut-être un très bon test. C'est positionné pour concurrencer les tests de Cambridge qui, eux, sont très sérieux, mais qui sont lourds, un peu académiques, qui demandent entre 1h30 et presque 3 heures en fonction de son niveau. Je ne dis pas que c'est un mauvais test, mais c'est un choix très étonnant. Disons, ce qu'on ne comprend pas, c'est que nous avons des tests reconnus de manière internationale ou à minima reconnus sur notre marché. Celui-là, on ne le connaissait pas. Et pour l'instant, vous n'avez rien vu de ce à quoi ça allait ressembler? Non. Pas vu. Évidemment, je suis allé regarder et j'ai parlé aux équipes qui produisent le test, qui sont évidemment extrêmement positives dans la présentation. Mais il me semblerait que ça ne teste pas plus les compétences que le TOEIC ou le TOEFL ou les autres tests que nous avons sur papier. Et on pourrait s'attendre quand même à ce qu'à un moment donné, on essaie d'évaluer la compétence communicative des élèves qui sortent de l'école et non seulement la connaissance académique. Je pense que le plus étonnant, c'est que ce sésame, parce que c'est un sésame qui va être donné aux élèves des BTS, DUT et licence, c'est un sésame que les recruteurs ne connaissent pas. Mais maintenant, quelle est mon interprétation de ce décret? Il y a une troisième logique que j'y vois. En tout cas, on vit beaucoup de changements, et des choses assez rapidement en fait. Jusqu'à peu, quelqu'un qui faisait une licence, un DUT ou un BTS allait sur le marché de l'emploi. Avec la crise 2009-2010, on a mis 10 ans à nous en sortir. L'élève, il continue le plus loin possible dans ses études. Donc, on n'a plus d'élèves qui sortent après Bac+2. C'est très rare. Beaucoup plus rare que ce qu'on avait avant. Et ce qu'a constaté l'éducation nationale et les politiques, c'est que le jeune adulte qui commence par un BTS ou un DUT, c'est une première marche, comme une prépa. C'est une première marche dans sa scolarité. Et il va s'arrêter au bout de ces 2 ans pour réfléchir à son orientation encore éducative. Le problème, c'est que s'il ne maîtrise plus les langues étrangères au bout de ces 2 premières années, énormément de pans, même éducatifs, vont se fermer. Donc, si on veut laisser à ce jeune adulte la possibilité de s'orienter éducativement comme il le souhaite, et ensuite évoluer aussi dans l'emploi, eh bien, il faut qu'on s'intéresse aux langues. Et je pense que c'est aussi le changement de comportement des jeunes qui fait qu'on a ce décret et que du coup, on ne peut pas se contenter en tant que pays d'avoir des étudiants, en tout cas, qui à Bac+2 coincent parce que ils peuvent pas faire un tas de choses qui les intéresseraient, architecture peut-être, ou peut-être informatique, ou numérique, ou communication. Qui ne peuvent pas avec la barrière de la langue. Exact. Donc le décret, il précise bien que c'est un examen à passer dans un organisme privé. Linguaphone est un organisme privé. Finalement, c'est aussi une bonne chose pour vous, quelque part, ou pas? Du tout. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Alors, ce qui est très bon pour nous, c'est la reconnaissance.
de la compétence, de son importance. C'est très bon. L'organisme qui a été sélectionné par l'Éducation nationale, c'est lui qui va faire l'administration de cet examen. Donc c'est eux, l'organisme privé. C'est pas nous. Il faut distinguer le fait que l'Éducation nationale a choisi par appel d'offres un prestataire pour administrer et fournir les tests dans le public. Ça ne concerne que, entre guillemets, les universités et les IUT. Les écoles privées qui font passer le BTS doivent respecter le décret et l'arrêté et faire passer un test internationalement reconnu dans le monde socio-économique près de tous les élèves. Mais ils sont libres dans leur choix. Ce qui est intéressant, c'est que, si je prends un exemple un petit peu exagéré, mais le BTS de la coiffure, qui aujourd'hui n'est absolument pas intéressé par les langues, ils vont passer le test obligatoirement. Donc, certaines choses vont commencer à bouger à ce niveau-là. C'est bien d'avoir une coiffeuse qui parle anglais aussi. C'est très bien, surtout. Ou un coiffeur. Surtout en zone, tout à fait. C'est bon pour elle. C'est bon pour elle, pour son évolution et pour sa vie, mais voilà, c'est aussi une nécessité. On est dans un pays où on reçoit beaucoup d'étrangers. On est dans une situation très particulière aujourd'hui. Enfin, on est très ouvert au monde. Oui, on est dans une économie mondialisée. On parle là des jeunes qui vont rentrer sur le marché du travail, mais on peut aussi tout à fait parler des personnes qui sont déjà sur le marché du travail et qui ont peut-être des freins à évoluer professionnellement parlant parce qu'ils ne pratiquent pas la langue comme ils devraient la pratiquer. Tout à fait. Mais là, les autorités sont conscientes parce qu'on a un pôle emploi qui a pas mal de programmes dans ce sens-là. Nous, personnellement, Linguaphone, jusqu'à l'année dernière, on n'avait vraiment jamais touché à ce marché parce qu'on trouvait que dans les appels d'offres de la région ou de Pôle emploi, il n'y avait quand même pas, pour nous en tout cas, la possibilité de faire de la qualité ou d'accompagner vraiment des gens. Il y avait des contraintes de proximité ou de nombre de personnes en cours, etc., qui faisaient qu'on regardait ça de loin. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, on a participé à un appel à projet de la région Île-de-France qui faisait une expérimentation sur un enseignement 100% à distance. Et là, on a pu en fait s'exprimer parce qu'on leur a proposé ce qu'on propose à nos clients entreprises. Et on a fait ce projet qui était un énorme succès et sur lequel on a capitalisé pour également participer à un appel d'offres de Pôle emploi. C'est un appel d'offres qui devait être plus ou moins expérimental et entrer en vigueur, je crois, en mois de septembre 2020. Vous imaginez bien, en plein Covid, qu'est-ce qui s'est passé? On a tout avancé pour que les demandeurs d'emploi puissent continuer de se former. Donc, dans le cadre de ce dispositif, on accompagne sur des métiers, donc c'est ça qui est intéressant. Donc, on identifie des métiers et on accompagne les demandeurs d'emploi à apprendre à communiquer dans ces métiers-là. En fait, c'est quasiment sur beaucoup d'endroits, quelquefois des formations métiers légères, parce qu'on sait qu'ils connaissent la technique, mais on va reprendre des fondamentaux pour leur apprendre à utiliser le vocabulaire, soit de la cuisine, de l'hôtellerie, de l'accueil, le vocabulaire du tourisme, professionnel. Exactement. Il y a une préoccupation forte de ça. Il y a des dispositifs très qualitatifs maintenant qui sont les dispositifs 100% FOAD de Pôle emploi, parce qu'on est dans des petits groupes, chacun, ils sont sur la communication, on a le temps de communiquer, et que dans le positionnement qui est fait, on tient compte des disponibilités, des contraintes, des objectifs. Donc tout ça, toute cette individualisation dont bénéficient les salariés de nos grands groupes, ils sont mis au service du demandeur d'emploi, et donc ça fonctionne. Eh bien, tant mieux. Martin, je voudrais également que l'on s'arrête sur un sondage que vous avez organisé en ce début d'année sur le réseau social LinkedIn pour Linguaphone. Il s'agit d'une enquête sur l'enseignement des langues dans la formation initiale. Alors, l'enquête n'est pas terminée, donc c'est une petite avant-première quelque part aussi aujourd'hui. Quels sont les objectifs finalement de l'enquête et les questions qui sont posées ? Ce qui a inspiré l'enquête, c'était les décrets. En fait, on s'est posé des questions et on s'est posé des questions, comment est-ce que les écoles réagissent par rapport aux décrets, etc. Et en même temps, on avait aussi besoin d'être un peu conforté dans ce qu'on dit auprès des écoles. Donc, nous avons effectivement eu cette idée de lancer une enquête et on est ravis des retours. Je pense que ce matin, on a dépassé les 100 retours de 100 écoles et on est assez étonné de certains des retours. D'abord, la première chose, c'est que 80% quand même des répondants reconnaissent qu'une partie de leur rôle, c'est de préparer le jeune adulte à une carrière internationale et non pas juste à son métier. Même 80%, ils reconnaissent que c'est un enjeu stratégique pour leur attractivité en tant qu'école auprès des élèves. Et des parents. Les parents des élèves. Et les employeurs. Et les employeurs. Bien plus que la moitié, à peu près 60% des répondants ont dit qu'ils n'étaient pas entièrement satisfaits, au mieux moyennement satisfaits. Et pour beaucoup, pas du tout satisfaits des résultats obtenus par leur programme de langue.
un interne. Ce que je trouve normal, en fait, c'est pas leur métier non plus. Par rapport au décret, 65% des écoles préparent le BTS, 65% on dit que les décrets vont leur faire modifier quand même leur organisation des cours de langue. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les verbatims, beaucoup d'écoles reconnaissent que leur problématique, c'est de ne pas savoir bien recruter des professeurs, ne pas savoir bien les encadrer, les évaluer, valider les programmes. Et en fait, la réalité, c'est que trop souvent, on dépend de la qualité du prof individuel, puisque le centre de formation de l'école n'est pas capable de lui donner les directives nécessaires, de créer le référentiel de compétences linguistiques vers lequel les professeurs doivent travailler. Les écoles ne disent pas que leurs profs sont des mauvais profs. Ils disent qu'ils ne savent pas les alimenter correctement, les guider, etc. et qu'ils dépendent trop de leurs propres profs parce qu'ils ne savent pas les évaluer eux-mêmes. Ce qui m'a beaucoup préoccupée quand je vis le décret, c'est que vu que le décret dit un test, il n'a pas dit une formation, il n'a pas dit développement de compétences. Donc, deux façons de répondre à ce truc, en fait. Ce truc, hein. Vous l'appelez ce truc. Ce décret, pour moi, il n'est pas ce truc, mais deux façons de répondre si j'étais école. Je me dis, ouais, c'est vachement important. Et j'ai tout à fait la bonne réflexion. Et je dis, OK, dans le métier auquel je prépare, quelle est la place de la langue? Qu'est-ce que je dois attendre de mes élèves? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir faire dans la langue? Ensuite, je vais décliner de ce qu'ils doivent savoir faire, toutes les compétences qu'ils doivent faire. Après, je dis, OK, mais quel est l'écart que je dois mesurer? Est-ce qu'ils ont tous le même écart? Est-ce qu'ils doivent tous tout acquérir? Est-ce qu'il y en a qui sont mieux? Donc, c'est soit on a une approche très professionnelle et très qualitative, et en fonction de l'écart qu'on constate, donc l'objectif que je me donne, moi, entreprise de formation, c'est-à-dire école, par rapport au métier auquel je prépare, qui peut ne pas être élevé. Par rapport au métier auquel je forme, je décide un objectif, et derrière, en fonction de l'écart que je constate chez les élèves, je dois individualiser les parcours. Donc, il y a ce choix-là qui est super qualitatif. Puis après, il y a l'autre choix qui est, oh là là, encore des contraintes, encore des coûts. Alors, heureusement que le gouvernement, pour le public, il a dit qu'il prenait en charge le coût des tests. Mais là où je crains, c'est que là où il n'y avait pas de cours qui étaient organisés dans ces métiers, c'est dire, OK, le gouvernement passe des tests, il passera des tests. Et c'est pas pour autant que moi, DUT ou BTS, etc., je continuerai de donner des cours. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a beaucoup d'incertitudes encore, en fait. C'est normal, c'est le début. On a quand même une bonne voie. Déjà, j'espère que le décret restera simple, parce qu'on a quand même aussi tendance en France d'avoir des choses assez simples et qui deviennent une complexité de dingue. Ah bon? Non. On sait quand est-ce qu'ils vont être passés les premiers tests? En fonction du diplôme, hein, ça rentre en vigueur dans 2 ans, ça va commencer à tomber. Bon, ça laisse le temps d'y voir un peu plus clair dans les mois ou les semaines à venir, en tout cas. Sana, chez Linguaphone, du fait de cette année 2020 qui aura été vraiment particulière, on va dire, pour ne pas dire autre chose, comment vous vous êtes adaptés, vos enseignants, vos formateurs, comment ils se sont adaptés justement à la crise sanitaire? Vous avez fait en distanciel? Comment ça a fonctionné? Tout à fait. En fait, nous, on était déjà prêts, en fait. D'abord, on a eu la petite grève qui était une répétition intéressante. Juste avant, il y a eu une grève de la SNCF qui a duré 1 mois ou 1 mois et demi. Donc, du coup, on avait déjà initié le mouvement qu'on avait déjà initié avant, parce que nous, on faisait déjà beaucoup de formations à distance avant. Ce qui était extraordinaire, c'est que je crois que c'est le lundi soir qu'on a dû fermer le centre. Lundi après-midi, il y avait des ordinateurs prêts pour ceux qui n'en avaient pas. Donc, tout le monde est venu se doter d'un ordinateur, parce qu'on a la chance d'avoir plein de portables dans l'entreprise. Et mardi matin, tout le monde était on et il y a eu une continuité de service parfaite. Vous parlez du lundi soir où a commencé lundi, le on a confinement. fermé et mardi, on a continué. L'interruption qu'il y a eu n'était pas du fait de nos formateurs ou de Linguaphone, c'est nos clients. Alors, nos clients, beaucoup, la première semaine, ils l'ont très mal vécu, et la deuxième aussi. Et c'est commencé à rentrer dans l'ordre au bout de 2-3 semaines. Visiblement, vous avez été agile et résilient. Tout à fait. Merci Et à tous les deux résistant. d'être Merci. venus sur ce plateau. On aura l'occasion de se retrouver. Et puis Martin, vous reviendrez nous faire un petit point détaillé aussi sur l'enquête, puisqu'elle est toujours en cours sur LinkedIn jusqu'au 31 janvier. Hein. C'est bien ça? Avec grand plaisir, effectivement, 31 janvier. Merci à vous. Merci également beaucoup. à vous de votre fidélité à Merci Job Radio. beaucoup. Et à très vite. Tous les podcasts de Job Radio sont à réécouter sur l'application Job Radio et téléchargeables depuis toutes les plateformes de diffusion de podcasts.